Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire du jour. Notre invitée, c'est Giulia Giacché qui publie Les agricultures urbaines en France. On verra quel rôle social et économique, évidemment, elles peuvent jouer dans notre vie quotidienne. Notre débat, il porte sur le défi du recrutement dans les métiers de la transition durable. 410 000 postes à pourvoir au premier semestre de cette année. Quels sont ces métiers? Quels sont les entrepreneurs à impact? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Yumgo et ses œufs sans œufs. Vous verrez, on va vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. Et je vous présente tout de suite l'invité de ce Smart Impact, Giulia Giacché. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous travaillez pour un bureau d'expertise en agriculture urbaine et vous publiez aux éditions Quae ce livre collectif justement intitulé Les agricultures urbaines en France. Je crois qu'on doit l'avoir, sinon je vous le montre. C'est aux éditions donc Quae. Je l'ai déjà dit. On va peut-être commencer par définir de quoi on parle. Les agricultures urbaines, ça veut dire qu'il y a vraiment plusieurs modèles? Oui, effectivement, dans nos villes, on peut retrouver toute une diversité des fonds d'agriculture urbaine qui sont déterminés à la fois par leur mode de fonctionnement, qui peuvent être entrepreneurial, associatif, mais aussi par les lieux d'implantation. On peut les retrouver dans les zones périurbaines agricoles, mais aussi en ville, dans les parkings, les caves, les toitures. Ouais. Et aussi d'autres, les fonctions remplies par ces agricultures, ils sont différents. Ils peuvent être alimentaires, pédagogiques, des liens sociaux. Et il existe effectivement plusieurs typologies pour essayer de définir des catégories d'agriculture urbaine. Alors là-dedans, on va commencer, on va picorer un petit peu dans ces catégories. Il y a par exemple des citoyens comme vous et moi qui le font pour leur propre consommation. Ça, c'est un champ important de l'agriculture urbaine? Oui, effectivement, il y a pas mal de citadins qui s'engagent, qui font partie des jardins collectifs. Oui. Collectifs qui peuvent être des jardins familiaux, donc c'est plutôt des jardins organisés en parcelles attribués à des familles qui ont aussi une taille importante. Il peut avoir 50 voire 150 mètres carrés. Et aussi des jardins plus partagés qui sont conçus et construits collectivement où des citadins ils cultivent ensemble où l'alimentation il a effectivement une fonction importante, mais c'est pas la seule fonction attribuée de ces espaces. Il y a aussi évidemment une fonction sociale, sociétale, mais des jardins ouvriers, des jardins partagés, moi je connais ça depuis que je suis né, enfin ça existe depuis très très longtemps. Il y a un renouveau depuis quelques années? Déjà, effectivement, ces jardins évoluent en fonction de l'évolution des enjeux sociétaux. Oui. Donc, dans les jardins familiaux, on peut retrouver, par exemple, des espaces qui sont aménagés pour faire rencontrer les personnes, faire des pique-niques, échanger. Et aussi, dans les jardins partagés, on retrouve, par exemple, des parcelles individuelles où les jardiniers ils ont envie de cultiver ses propres aliments désirés et souhaités. Et en même temps, il y a d'autres formes de jardinage collectif qui émergent, notamment des jardins d'engrais comestibles où on cultive collectivement pour une nourriture à partager avec tous, ou des jardins d'entreprise où sont du lieu de travail comme des espaces de détente, de relaxation. Et en fait, on est en train de mener justement une étude pour mieux comprendre toute cette diversité et le fonctionnement de ces jardins collectifs. Alors, ça semble une évidence, mais il faut peut-être la rappeler. La période d'inflation, de tension très forte sur le pouvoir d'achat vécue par les Français, mais d'une manière générale en Europe, ça accélère la demande pour l'agriculture urbaine en général, et notamment ces jardins partagés dont on parle? Peut-être c'est un peu tôt pour faire une corrélation directe entre inflation et agriculture urbaine, mais on peut rappeler que les agricultures urbaines, souvent, ont été pris comme une solution dans des moments de crise, notamment la crise économique 2018. On a constaté une augmentation des jardins potagers en des pays comme l'Espagne, le Portugal et la Grèce, mais aussi pendant la crise Covid, notamment, il y a eu une augmentation des demandes pour avoir des espaces d'approvisionnement alimentaire, mais aussi des espaces de détente, de relaxation et de contact avec la nature. Alors, il y a aussi une agriculture ou des agricultures urbaines, d'ailleurs professionnelles. Ouais. Alors là, on rentre dans quel type de catégorie? Des micro-fermes, par exemple? C'est quoi une micro-ferme?
Une micro-ferme, c'est effectivement une ferme, on parle micro parce que des fois, elle est petite, sur des emprises qui peuvent aller aussi 1500 mètres carrés. Et sont des formes d'agriculture urbaine où la production, il est souvent support pour d'autres activités, pour fournir des services pédagogiques, d'animation, des team building. Donc, ce sont des fermes qui sont définies souvent multifonctionnelles et participatives. Mais alors, c'est intéressant parce que vous faites beaucoup référence au rôle social, finalement, de ces agricultures urbaines. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de modèle économique ? Là, je reste sur les entreprises. C'est-à-dire une entreprise qui se crée, qui voudrait, je dis n'importe quoi, je sais que ça existe, mais produire des fraises dans des containers. Est-ce qu'il y a des modèles économiques prouvés, viables dans ce domaine-là ? Nous, on parle souvent des doubles durabilités. Donc, une durabilité qui doit être interne, effectivement, à la ferme, qui doit trouver ses modèles économiques, et une durabilité externe pour qu'elle soit bien acceptée et qu'il y ait aussi une acceptation sociale et sociétale. Donc, c'est compliqué. En fait, il y a des modèles économiques qui, c'est très dynamique, l'agriculture urbaine. Donc, il n'y a pas forcément un cœur... Il y a quelques modèles économiques prouvés, mais on ne peut pas affirmer qu'il existe vraiment. Mais souvent, au-delà de la production, il y a aussi des compléments avec, par exemple, des activités pédagogiques, de l'animation team building, qui permet de compléter, en fait, un modèle économique qui vient que de la production. Il est très rare les formes d'agriculture urbaine qui peuvent compter que sur la production et la vente des aliments. Souvent, c'est complété. D'accord. Comment le développer ? Comment développer ces modèles d'agriculture urbaine à l'avenir ? Il faut une volonté, déjà le point de départ des collectivités locales, des maires ou des collectivités de communes ? Oui, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai fait appel à une double durabilité. Donc, c'est important qu'elle soit effectivement issue d'une volonté qui soit politique, mais aussi qu'il y ait une demande urbaine. Donc, l'agriculture urbaine, il peut répondre à des besoins qui se dégagent du territoire. Et effectivement, pour les développer à l'avenir, c'est important de bien faire des diagnostics, notamment pour comprendre quelles sont les nécessités à l'échelle locale, quelles sont les caractéristiques des sols ou des espaces qui vont accueillir ces agricultures urbaines. Et bien sûr, arriver à planifier une agriculture urbaine qui permet d'avoir une redistribution équitable des ressources produites par ces agricultures mêmes. Oui, il y a beaucoup d'innovations, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des lieux je mets des guillemets, de production étonnants, insolites. À partir du moment où on se dit on va essayer de produire des fruits, des légumes en ville, il faut inventer ? Oui, l'innovation c'est importante et notamment il y a aussi des programmes européens, par exemple le programme GROUF qui essaie de voir quelles sont la coexistence des productions agricoles avec les bâtis existants et voir comment on peut par exemple récupérer de la chaleur des bâtiments pour faire des serres agricoles sur les toits. Donc il faut innover, il faut expérimenter. Le toit c'est l'usage le plus classique ? Ça dépend souvent des villes. Donc, dans des villes denses comme Paris ou dans la petite couronne, souvent les toits, c'est une solution, c'est des surfaces qui peuvent être exploitées pour mettre de l'agriculture urbaine. Est-ce qu'il y a on parle forcément de circuits courts quand on parle d'agriculture urbaine, ou alors on peut parfois produire et expédier le fruit de la production ? Il y a les deux, effectivement. Et un récent article, notamment de Fanny Provon et Ganel Raton, sur la logistique des fermes urbaines aux régions parisiennes, nous montre que la plupart des agriculteurs urbains s'appuient sur des circuits courts, c'est-à-dire il y a une vente directe ou à travers un seul intermédiaire, mais il y a aussi des agriculteurs urbains qui font appel à des grossistes ou des coopératives, notamment pour écouler leur production. Donc, ils ne sont pas forcément en circuit court. Quand on réfléchit à l'avenir des agricultures urbaines, est-ce que les enjeux de souveraineté alimentaire rentrent en ligne, ou alors ce sont des productions, entre guillemets, trop petites pour répondre à ces problématiques de souveraineté alimentaire ? Nous, on inclut dans les agricultures urbaines aussi les fermes en périurbain en circuit court. Donc, effectivement, toute cette diversité, toutes ces formes d'agriculture urbaine, ils peuvent contribuer à
une sécurité alimentaire. Évidemment, ce n'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions qui peuvent être apportées pour avoir accès à des aliments désirés et souhaités. On parlait, on a reçu il y a quelque temps une entreprise qui propose d'utiliser des balcons pour faire du compost et des potagers. Donc, il y a des villes qui sont un peu des villes pilotes dans cette utilisation-là. Et tout ça est lié évidemment au changement de la réglementation sur la gestion de nos biodéchets. À partir du mois de janvier, il va falloir qu'on les recycle et c'est très bien. Pour vous, c'est quoi? C'est un potentiel là aussi de développement de l'agriculture urbaine? Bien sûr, effectivement, il y a cette obligation des lois de proposer des solutions de tri à la source et les biodéchets organiques qui, effectivement, valorisés en compost, ils peuvent permettre de réintégrer dans nos sols les substrats des éléments organiques. Donc, c'est une forme, une complémentarité, notamment on parle d'agriculture urbaine aussi dans une complémentarité entre usages, une synergie. Et c'est tout à fait une des pistes à développer. Merci beaucoup, Giulia Giacché. Et je rappelle le titre de votre livre, donc livre collectif, publié aux éditions Quae, les agricultures urbaines. En France, on passe tout de suite à notre débat, le défi des emplois à impact. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Morane Montereau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes pilote du Leadership Programme chez Diversidays. À vos côtés, Calix Adone, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue à vous, président, cofondateur de Bravo Impact. Je commence avec vous, c'est quoi Bravo Impact? Bravo Impact, c'est une agence de recrutement spécialisée sur les métiers de la transformation durable. Voilà, tout simplement. On est un modèle national, on recrute partout en France. On accompagne les entreprises en énergie renouvelable, en économie circulaire, en business impact, dans leur recrutement. Voilà. Elle a été créée il y a longtemps? Alors, on a créé Bravo, qui était une agence plutôt généraliste il y a 1 an et demi. Moi, je suis fondateur de Bravo et Bravo Impact en début d'année, parce qu'en fait, on se rendait compte que notre business model nous amenait progressivement vers ces métiers à impact. Et nos clients nous disaient, on a besoin de ces compétences-là. Donc, du coup, on a créé cette spécialité en début d'année. D'accord. Et vous publiez le baromètre des emplois à impact. On va en parler dans un instant. Je voudrais d'abord, Morane Montereau, que vous nous présentiez Diversidays. On en a déjà parlé dans cette émission, mais voilà, pour ceux qui découvrent, c'est quoi Diversidays? Eh bien, Diversidays, c'est une association nationale d'égalité des chances qui permet à tout un petit peu de personnes de prendre l'ascenseur social du numérique. L'ascenseur social du numérique, ça c'est important. On va faire le lien entre numérique et métiers à impact. L'idée, c'est quoi? C'est de montrer la diversité de l'entrepreneuriat en France? Changer un peu ce regard aussi, le regard qu'on peut avoir nous collectivement? Exactement. En fait, on œuvre vraiment pour qu'il y ait plus de diversité et d'inclusion dans le monde du numérique, des startups et de la tech. C'est-à-dire qu'il y ait des talents qui viennent vraiment de tous les territoires et qui soient plus représentatifs de la population française. Et alors vous êtes pilote du Leadership Programme. C'est quoi le Leadership Programme? Le Leadership Programme, c'est un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat pour des porteurs de projets qui ont les dimensions impact, et tech, et qui sont donc issus des diversités au sens très large, c'est-à-dire QPV, zone rurale, en situation de handicap, quelle que soit l'orientation sexuelle, etc. QPV, quartier prioritaire de la ville. C'est bien ça. Alors, ce baromètre d'offres d'emploi à impact, Calix Adone, c'est peut-être pourquoi cette démarche? En fait, on se rendait compte finalement qu'il n'y avait pas vraiment de mesure en temps réel des offres d'emploi à impact. Et finalement, les métiers à impact ont souvent été assez réduits à une niche écologique. Métier vert, métier verdissant, on entendait parler de ça dans les années 2010-2015. Et en fait, on se rend compte que finalement, les métiers à impact, c'est beaucoup plus large. Ça touche toutes les entreprises, même les entreprises carbonées qui doivent se décarboner. Donc, on a voulu mesurer ça et voilà, avoir une sorte de mesure en temps réel de qu'est-ce que représentaient les offres d'emploi dans le volume total des offres. Et alors, ça représente quoi, justement? Vous avez sorti des chiffres, je crois, pour le premier semestre. Plus de 400 000 offres d'emploi sur le premier semestre. Donc, de cette année. Premier trimestre 2023. Premier trimestre 2023, d'accord. Augmentation de 8% par rapport à l'année dernière. Donc, on est sur une forte augmentation quand même, et ça représente 12% à peu près du total des offres disponibles sur le marché des offres en ligne. Voilà. Et ça, c'est une forte augmentation que vous voyez apparaître? 8%, c'est une belle augmentation. C'est une première mesure. Donc finalement, encore une fois, il y a peu de mesures. Il y a l'ADEME qui publie des rapports prospectifs, il y a le Shift Project également qui publie des rapports, mais finalement, en temps réel,
on n'a pas de mesure. Voilà, c'est assez. Mais on parle souvent des métiers en tension, des difficultés pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à recruter. Est-ce que c'est plus facile quand on a, j'imagine, je suis chef d'entreprise, j'ai une offre de métier à impact. Est-ce qu'il y a plus de demandes? Est-ce que c'est plus facile de trouver finalement des candidats? Ou alors, est-ce que ce sont des métiers un peu nouveaux en transformation qui ne sont pas forcément connus? Il y a les deux. Il y a des métiers nouveaux qui émergent. Et donc là, du coup, il faut des offres de formation qui répondent. Et c'est structurel déjà que la France ait un taux de chômage extrêmement bas. Donc on est sur une pénurie déjà avant même d'avoir engagé notre transformation complète, on est déjà en pénurie. Oui. Ça, c'est le premier sujet. Et deux, il y a un sujet d'accompagnement de secteurs carbonés vers des secteurs non carbonés. Pour un exemple, un client que j'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone, en Bretagne, qui fait de la maintenance de bateaux à moteur diesel. Ouais. Et qui voit de plus en plus les bateaux électriques sur du voilier. Et donc du coup, il a sa flotte de travailleurs, il y a une cinquantaine de salariés qui doit former à faire de la maintenance de moteurs électriques. Et tout en continuant à générer 80% de son activité sur des moteurs diesel. Donc on voit bien cette transformation en cours. Ouais. Voilà. Effectivement. Je voudrais bien, Morane Montreux, que vous nous donniez peut-être des exemples, parce que avec ce leadership programme, vous voyez arriver des porteurs, des porteuses de projets. Est-ce que c'est souvent lié justement à la question de l'impact environnemental et sociétal, en faisant justement le lien avec les métiers de la tech dont vous nous parliez? Est-ce que dans les projets que vous voyez arriver, il y a de plus en plus de projets à impact, si je veux simplifier ma question? Oui, bien sûr. Bon, sachant que de toute façon, nous, on va vraiment s'adresser aux entrepreneurs qui ont cette dimension d'impact déjà, ou alors qui veulent la développer. Mais effectivement, on le voit bien que l'impact sociétal, donc que ce soit en termes environnemental ou social, est vraiment de plus en plus au cœur des préoccupations de la population de manière générale et donc des entrepreneurs. Ouais. Si on prend un exemple, ce qui s'est passé la dernière fois, je crois que c'était à Évry-Courcouronnes, c'est ça, dans l'Essonne. Alors ça marche comment, ce leadership programme? Il y a combien de personnes? Combien de temps ils sont encadrés? Comment ça fonctionne? En fait, le leadership programme, c'est un programme de 6 semaines. Oui. Donc c'est à peu près 120 heures de coaching collectif. Et en fait, là, on accompagne entre 15 à 20 projets. Sur vraiment quatre ingrédients, si on peut dire, qui sont l'impact, la visibilité, le réseau et le leadership, évidemment. Comment vous les choisissez, sélectionnez ces projets? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de candidats au leadership programme, et est-ce que vous êtes obligé finalement de faire un tri et de privilégier, je sais pas, ceux qui répondent le mieux aux critères dont vous nous parliez? Oui, bien sûr, il y a une sélection en fait qu'on opère avec les partenaires de l'association et aussi des structures du territoire. Et en fait, c'est ces personnes-là qu'on met autour de la table lors d'un comité de bienveillance et qui sélectionnent les candidatures selon les critères dont impact et tech. Ouais. Ça va vraiment bien ensemble, impact et tech? Eh bien, on nous dit souvent effectivement que ça peut être compliqué à trouver, mais non, on trouve beaucoup de projets qui lient les deux, et donc voilà, c'est vraiment pas compliqué à trouver, de moins en moins en tout cas. Calix Adoun, quels sont les secteurs qui portent aujourd'hui le développement des emplois à impact? Alors, les énergies renouvelables, énormément. On recrute des prospecteurs fonciers, des électriciens. Il y a un gros sujet sur les énergies, sur la capacité d'identifier des terrains pour pouvoir produire du panneau solaire, de l'éolienne. Donc, énergie renouvelable, économie circulaire. Et puis après, voilà, on va avoir l'économie sociale et solidaire, le business impact. Et puis l'agriculture durable qui est, vous aviez une invitée juste avant sur le sujet, qui est en forte augmentation également. Quand vous parlez de business impact, ça veut dire quoi? Alors c'est tous les métiers liés à la finance, chef de projet, ingénierie, etc. On va dire que c'est tous les métiers qui ne sont pas forcément concrètement liés aux opérations, à de l'industrialisation, et qui vont être plutôt sur responsable RSE, etc. Mais encore une fois, ça reste une petite part. Et le sujet en tout cas du baromètre, c'est de montrer que finalement les métiers impact, c'est pas juste des métiers qui sont à la défense, etc. sur des postes RSE, c'est des métiers qui touchent toutes les strates d'emploi, du technicien de maintenance qui va opérer sur des centrales, aux prospecteurs fonciers, etc., aux recycleurs, voilà.
Je vous pose la même question sur le lien entre la tech et l'impact. Vous le voyez de plus en plus se renforcer, on va dire? On a des clients qui sont des hard tech, donc des scale-up ou des startups qui ont un produit lié à la data essentiellement mesuré en temps réel, typiquement sur du panneau solaire pour orienter ces panneaux solaires. Donc beaucoup d'analyse de données, tout en ayant un métier d'opération, de production. Il faut produire les panneaux solaires, les installer, les opérer. Donc on voit bien aujourd'hui ce mélange des deux où vous avez une partie IT, data et une partie opération, production. Ouais, je vous pose la question parce que les premières licornes françaises, elles sont très peu. Il y a peu de licornes vertes. Ça commence à arriver, mais ça a d'abord été des licornes tech. C'est vrai. Et les fonds d'investissement aujourd'hui se privilégient les projets green, effectivement. Donc on voit tout un tas de projets émerger, sachant que ça reste des métiers d'opération et de production. Donc là, on ne parle pas de développer un logiciel, on parle d'implanter un modèle, d'ouvrir des usines de recyclage de batteries par exemple, etc. Donc on n'est pas sur les mêmes montants d'investissement pour lancer le modèle, beaucoup de R&D en amont, et puis après passer à l'échelle. Et donc ça demande du cash. Oui, évidemment. Morane Montrose, c'est quoi pour vous un entrepreneur à impact? C'est d'abord, ou une entrepreneuse, c'est d'abord un impact social? On va dire sociétal. C'est vraiment, encore une fois, tout ce qui est en lien avec les grandes préoccupations de notre siècle, j'ai envie de dire. Donc tout ce qui peut être autour de l'environnement, de l'éco-responsabilité, mais aussi tout ce qui est autour, effectivement, de l'inclusion, de l'accessibilité. Donc un entrepreneur en fait à impact ou une entrepreneur à impact, ce sera une personne qui veut vraiment porter un projet soit directement en lien avec ces sujets sociétaux, soit qui dans ces process effectivement va inclure des composantes de diversité et d'inclusion par exemple. Je fais attention le plus souvent possible, j'oublie de féminiser, de dire entrepreneur, etc. Et je repose la question parce que, est-ce que effectivement vous voyez de plus en plus de femmes porter des projets ou est-ce que c'est encore minoritaire? C'est encore minoritaire. Oui. Et c'est intéressant que vous disiez voir. Parce qu'effectivement, donc déjà, il y a la première problématique qui est qu'en fait, il y a moins de femmes qui entreprennent que des hommes, mais c'est aussi qu'elles ont moins de visibilité. Et donc, toutes celles qui entreprennent et qui sont là, c'est vrai qu'elles sont moins mises en avant que des hommes, par exemple. Ouais, alors nous, on essaye de le faire régulièrement, le plus souvent possible ici. Donc, j'espère qu'on rééquilibre un tout petit peu. La prochaine étape, le prochain leadership programme, c'est dans le sud-ouest, c'est ça? C'est ça. Ce sera à Bordeaux. Là, on arrive très, très prochainement. Et la phase de candidature est ouverte. Donc, il est encore possible de candidater. Toutes les informations sont sur le site diversidays.fr. Eh ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter Diversidays et bravo Impact avec ce baromètre des emplois à impact. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up. Ça tombe bien avec ce que je vous ai dit juste avant puisque c'est une entrepreneuse qui va rentrer sur ce plateau. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Je vous présente tout de suite mon invité Anne Vincent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Yumgo. Vous l'avez créé en 2019 avec Rodolphe Landemaine. Et avec quelle idée? C'était quoi l'idée de départ? L'idée de départ, c'était de fournir aux professionnels une solution facile pour remplacer les œufs en 100% végétal. D'accord, donc ça c'est le point de départ. Quand on se dit on va faire ça, ça semble simple. Est-ce que ça a été compliqué après? Ça a été compliqué parce que l'œuf, c'est un ingrédient qui est fonctionnel, donc qui a à la fois des propriétés foisonnantes, émulsifiantes, qui est présent dans plein de recettes. On ne s'en rend pas toujours compte, mais l'œuf, c'est la protéine animale la plus consommée au monde. Donc nous, on s'est dit, si on arrive à fournir aux professionnels une solution simple pour remplacer les œufs, donc le blanc d'œuf, le jaune d'œuf et l'œuf entier dans toutes les recettes, on leur donne une clé pour une transition vers une alimentation plus durable. Pourquoi déjà cette démarche? Parce que, voilà, on sait, il y a régulièrement des critiques ou des scandales sur les conditions de production, sur les questions de bien-être animal. Il y avait toutes ces questions qui rentraient en jeu pour vous? Oui, tout à fait. Donc, il y avait bien sûr la question du bien-être animal. Il y a la question aussi de la question environnementale, puisque avec une alternative végétale, on diminue beaucoup l'impact en carbone qu'on a par rapport à une consommation d'œufs conventionnelle. Il y a également la question des allergènes,
puisque l'œuf, c'est vraiment un allergène qui est très présent, notamment chez les enfants. Et puis aujourd'hui, il y a la question de l'inflation, donc les prix des œufs qui ont augmenté énormément, les matières premières, la grippe aviaire. Donc nous, on offre une solution à tous ces problèmes en donnant des ingrédients qui sont vraiment simples à utiliser et qui permettent d'avoir des résultats qui sont tout aussi gourmands, puisque pour nous, c'était très important depuis le début. Ouais. Et qui sont moins chers qui sont comparables en fait. Aujourd'hui, avec l'inflation du prix des œufs sur nos formules en poudre, on est compétitif par rapport au prix des œufs. Donc oui, on peut vraiment remplacer ça de manière avantageuse. Alors, vous nous l'avez dit, il y a eu l'idée de départ, puis ensuite, ça demande du temps. Combien d'années de recherche et développement ça a été quoi cette démarche? Donc, on a commencé en 2019, comme vous le disiez. On a travaillé vraiment sur des itérations avec des ingénieurs agroalimentaires, des chefs professionnels, pour vraiment répliquer toutes les fonctionnalités des œufs. Donc, sur notre premier produit qui était le Yumgo blanc, donc le substitut de blanc d'œuf, on a mis 1 an de recherche et développement. Ensuite, on a travaillé sur le jaune, sur l'entier. D'abord les formulations liquides, ensuite les formulations poudre. Et donc, celles-ci, on les a lancées début 2023, mais en étant déjà présents sur le marché depuis 2020. Avec, quand vous parlez d'itération, donc des recettes qu'on teste, etc., etc., l'objectif, c'est qu'on puisse plus faire la différence entre une recette avec ou sans œufs, c'est exactement. Ça et pour nous, c'est vraiment un test très important, c'est-à-dire qu'on fait tester nos recettes à des personnes qui ne savent pas que ce sont des recettes végétales, que ce sont des recettes sans œufs. Et la plupart du temps, il n'y a vraiment aucune différence, c'est tout aussi bon. Et les consommateurs sont vraiment séduits par les résultats qu'on peut obtenir. Alors, qui sont vos clients? Ce sont des groupes de l'agroalimentaire? Décrivez-nous ça. Oui, donc nous, on travaille à la fois avec les artisans, donc les restaurateurs, les boulangers-pâtissiers et également les industriels agroalimentaires. Donc, on a des formats différents qui sont adaptés à ces différentes cibles. Mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le remplacement chez les professionnels de manière générale. Est-ce que vous développez ces produits? Vous avez un petit peu répondu à la question, mais je veux bien qu'on rentre dans le détail. Quand on est, c'est une jeune entreprise, vous avez développé vos produits en lien direct avec vos clients potentiels. Est-ce que ça peut aller jusque-là? C'est-à-dire que c'est des boulangers qui vous ont dit, mais nous, on a besoin de ça. C'est exactement ça, puisque Rodolphe Landman, qui est cofondateur, est boulanger-pâtissier. Donc forcément, l'idée de base, c'était par rapport à ses propres difficultés à remplacer les œufs dans la boulangerie-pâtisserie qu'on a commencé à travailler sur le produit. Et puis, dès le début, on a inclus des chefs professionnels dans nos itérations, dans nos tests, de manière à pouvoir vraiment répondre à leurs usages et leurs résultats qu'ils souhaitaient obtenir. Et puis aujourd'hui, on continue d'accompagner les clients donc sur des besoins spécifiques, sur une recette spécifique, à leur fournir du conseil, des recettes en ligne, des vidéos. Donc, on apporte beaucoup d'accompagnement à tous nos clients qui sont des professionnels. Vous êtes aussi porté évidemment par la demande des consommateurs, demande de produits vegan. Est-ce que c'est une part de la consommation générale qui progresse régulièrement, ça? Oui, mais c'est pas seulement les consommateurs véganes, en fait. C'est tous les consommateurs qui font aujourd'hui attention à leur alimentation, donc qui cherchent à diminuer leur consommation de protéines animales, leur empreinte carbone, qui cherchent à enlever les allergènes. Donc en fait, aujourd'hui, on touche tout le monde. Et c'est sûr que quasiment toutes les industries agroalimentaires essayent de développer des recettes qui portent cette diminution de produits d'origine animale. Donc on touche un large public. C'est quoi vos perspectives là, à 2, 3, 5 ans? Nos perspectives, forcément, c'est de pouvoir être de plus en plus présents chez un nombre grandissant de clients. Donc là, aujourd'hui, on est présent en France, mais également dans d'autres pays, donc notamment au Royaume-Uni. On a lancé au Japon, on est en Allemagne, et puis prochainement, on lance notre gamme aux États-Unis. Donc on voit vraiment que la demande est présente, et notre but, c'est de pouvoir accompagner un maximum de professionnels vers cette transition dans plus de végétal. Merci beaucoup, Anne-Vincent, et bon vent à Yumgo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes de Bismart. Merci à vous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut!